Étape et conseil numéro 2. Faire face à l'anxiété. Pour faire court, éviter l'évitement. Vous allez me dire, ce n'est pas justement ça qu'on vient de faire avec le fait de nommer? C'est déjà pas mal, non? Oui, c'est bien, mais c'est insuffisant pour sortir du cercle vicieux de l'angoisse. Quand on a peur, 3 réactions peuvent avoir lieu. Les fameuses freeze, flight and fight, avec un accent shakespearien. Et la technique réflexe que produit notre cerveau et qui a prouvé sa totale efficacité en face d'un vrai danger, c'est la fuite, médaille d'or de la survie, ou l'évitement, qu'il soit subtil ou frontal. Et c'est quoi l'évitement? C'est en une phrase, faire l'autruche. Et il nous arrive à tous de faire l'autruche, c'est humain, ou plutôt animal. Mettre la tête dans le sable quand on a un danger qui fonce sur nous, avec la pensée magique qui va avec. Si je ne vois pas le danger en face, il ne me verra pas non plus. Pour disculper l'autruche, qui n'est pas aussi stupide que ça, les sciences de l'éthologie expliquent qu'elle mettrait en fait la tête, et plus spécifique l'oreille, proche du sol, pour savoir d'où le danger vient, pour savoir dans quelle direction fuir. Mais je garde l'image, elle est très parlante. Dans la nature, nous fuyons ce qui est mortel, et c'est très bien. C'est comme ça que nos ancêtres ont survécu et que notre vie est préservée. Notre esprit enregistre donc, avec encore plus de force, la dangerosité de l'endroit qu'on a fui avec et pour objectif salvateur de ne jamais y retourner. Donc quand nous commençons à fuir un danger réel, quelqu'un qui nous braque, un animal féroce, ça va. C'est très bien d'enregistrer que dans cet endroit, ma vie peut être menacée. Mais quand nous commençons à fuir des situations comme dans un magasin ou un cinéma ou que sais-je, les exemples sont nombreux et variés. Parce que par hasard, on y a fait une crise d'angoisse. Notre esprit va faire la même chose. Ces endroits ou ces situations deviennent vécus comme dangereuses. Le souci avec la crise d'angoisse est que le cortège de symptômes physiques est tellement impressionnant que justement, votre esprit commence à se dire que cet endroit ou cette situation est mortelle, alors que c'est un supermarché ou un train, une route. En plus, plus il vous dit cela, plus vous éviterez. Et plus vous éviterez, plus vous en aurez peur. Et plus vous en aurez peur, plus vous éviterez, etc. Et comment ça marche tout ça? Quand vous évitez une situation problématique, ça entraîne un soulagement. Et le soulagement entraîne l'accentuation de la peur. Exemple, si je vois une araignée et que je crie à la mort et je fuis en courant comme si j'avais vu Godzilla, la fuite dans un coin, dans un lieu loin de l'araignée, vous soulage. Jusqu'à ce que l'araignée soit neutralisée, bien sûr. Ou alors, si vous avez fait une angoisse, par exemple, dans un train, parce qu'il fait chaud, ou que simplement c'est une décharge physique que votre corps avait besoin de faire, si à la prochaine station vous sortez, vous ressentirez un soulagement immédiat. Et le soulagement indique à votre cerveau et imprime dans votre esprit que l'endroit que vous venez de fuir est dangereux. Vous vous direz consciemment ou inconsciemment, jamais plus je reprends le train. Et ça, c'est le début des problèmes phobiques, simples ou complexes. Toutes les situations phobiques ont commencé par un renforcement de ce type qui peut mener à des situations très complexes, où bouger de chez soi, aller au supermarché ou prendre le bus deviennent les 7 travaux d'Hercule. C'est très simple. Si vous voulez convaincre votre instinct que quelque chose est dangereusement mortel, juste évitez ce quelque chose ou fuyez-le. Une vie d'évitement est une vie de peur, voire une non-vie. C'est de la survie. La survie, je cite le CNRS, c'est le fait de se maintenir en vie dans un environnement naturellement mortifère. Autrement dit, et que vous vivez dans la perpétuelle impression que vous allez mourir. Et ça, ce n'est pas une vie du tout. Tout comme ces humains, parqués dans un endroit clos, sans aucune possibilité de fuir justement la mort, la vraie. Le même fonctionnement est valable justement dans l'autre sens. On a tous été au cirque au moins une fois dans notre vie ou à travers un écran. On a tous vu ces acrobates, équilibristes, funambules et dompteurs de lions se mettre en véritable danger. Comment ça se fait? Ils connaissent pas la peur, me direz-vous. Ils l'ont dans les gènes. Pas du tout. La peur est un instinct. Tous les mammifères l'ont de manière réflexe. Ils font justement exactement pareil que ce que je disais tout à l'heure pour le renforcement de la peur, mais dans l'autre sens. Ils exécutent de façon répétée, graduée et progressive l'action réellement dangereuse pour le coup, de façon à démontrer à leur instinct, d'entraîner leur instinct que la situation n'est pas dangereuse, alors qu'elle l'est. Elle l'est clairement.
Et potentiellement, ils n'ont plus peur par entraînement actif, pas par la parole. Ils ne se disent pas un jour « bonjour, je n'aurai plus peur ». Non, c'est de l'entraînement, des exercices comportementaux progressifs et répétés, donc par l'action. Dans mon cas, dans ma situation de psychotage sur la guerre nucléaire, pour mettre en pratique le fait d'éviter l'évitement, j'ai choisi de faire face en discutant avec mon entourage pour faire bouger les consciences et être un peu plus nombreux à dire non. Et j'ai pris aussi le pli de blaguer, d'ironiser cette situation. Une bonne solution aussi pour faire face en gardant mon humour noir et mon autodérision. Étape et conseil numéro 3.